On va parler dans cette vidéo d'un psychologue russe super important, Lev Semyonovitch Vygotsky. Né en 1896, il est malheureusement décédé très jeune, à seulement 37 ans, en 1934. Malgré sa vie courte, son œuvre a eu un impact énorme, même si elle a été mise de côté pendant le régime stalinien et n'a été découverte en Occident que bien plus tard. Initialement formé en droit et en littérature, il s'est ensuite tourné vers la psychologie et l'éducation, développant une approche socio-constructiviste qui insiste sur le rôle fondamental des interactions sociales dans le développement cognitif. Le concept central de Vygotsky, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la zone proximale de développement, ZPD. En gros, la ZPD, c'est l'espace d'apprentissage idéal. Ce n'est pas ce que vous savez déjà faire tout seul, et ce n'est pas non plus ce qui est totalement hors de votre portée. C'est ce que vous êtes capable de maîtriser quand vous recevez l'aide appropriée d'une personne plus expérimentée. Vygotsky la définissait comme la distance entre le niveau de développement actuel tel qu'on peut le déterminer à travers la façon dont l'apprenant, l'enfant dans ses textes, résout des problèmes seul et le niveau de développement potentiel tel qu'on peut le déterminer à travers la façon dont il résout des problèmes lorsqu'il est assisté ou collabore avec d'autres plus avancés. C'est l'endroit où le cerveau a des possibilités d'adaptation et où l'on peut apprendre, même si cela demande un effort. C'est là que l'apprentissage se produit réellement et que les nouvelles compétences sont sur le point d'être acquises. Imaginez que Aurélie a un certain niveau. Si on lui propose quelque chose de trop facile, elle va s'ennuyer et se détourner. Pas d'apprentissage, pas de motivation. Si c'est trop difficile, elle va vite abandonner et se décourager. Là non plus, pas d'apprentissage, juste de la frustration. Mais si la tâche est juste un peu au-dessus de ses compétences actuelles, c'est là que ça devient motivant et stimulant. C'est ça, la ZPD, le point d'équilibre parfait où l'apprenant est mobilisé au maximum de son engagement et de son effort. Pour bien saisir l'importance de la ZPD, il faut la remettre dans son contexte et voir comment Vygotsky se positionnait face aux autres grandes théories de son époque. Et là, son principal adversaire intellectuel était Jean Piaget. C'était un peu comme le choc des titans de la psychologie du développement. Voici en quoi leurs visions divergeaient radicalement. Vous retrouverez sous la vidéo des tableaux complets sur cette question. Piaget pensait que le développement précède l'apprentissage. Pour lui, un enfant devait atteindre un certain stade de maturité cognitive, par exemple le stade des opérations concrètes, avant de pouvoir acquérir certaines connaissances. L'apprentissage n'était qu'un moyen de renforcer ce processus naturel de développement. Il voyait l'enfant comme un petit scientifique qui explorait le monde seul par tâtonnement. Et le rôle de l'enseignant était surtout de fournir un environnement stimulant pour cette découverte autonome. Il minimisait l'importance du contexte socio-culturel et du langage. La ZPD n'existait pas dans son modèle. Vygotsky, lui, affirmait exactement le contraire. L'apprentissage devance toujours le développement. Pour Vygotsky, c'est en étant exposé à de nouveaux apprentissages, surtout ceux qui se situent dans la ZPD, donc un peu difficiles, et que le développement est le plus productif et même accéléré. L'éducation n'est pas juste un renforcement, elle devient le moteur du développement, restructurant fondamentalement le comportement. Pour lui, l'apprentissage implique un véritable et complexe acte de pensée, bien au-delà d'une simple accumulation de réflexes. Maintenant, si l'apprentissage se passe dans cette ZPD, comment ça marche concrètement? La clé, c'est l'interaction sociale. Pour Vygotsky, le développement intellectuel humain est un processus profondément social. Les enfants et les adultes adoptent des valeurs culturelles, des croyances et des stratégies de résolution de problèmes grâce aux échanges avec des personnes plus compétentes. C'est là qu'intervient le fameux rôle du père plus avancé. Ce n'est pas un simple ignorant qui reçoit l'information passivement, mais quelqu'un qui est en mesure d'exécuter une tâche ou de mobiliser un savoir sans en avoir la maîtrise complète.
c'est en collaborant avec cet autre que l'apprenant va pouvoir acquérir ce qu'il n'aurait pas pu faire seul. Ce soutien, cette aide, Vygotsky l'appelait la médiation, un concept qui a d'ailleurs beaucoup inspiré d'autres pédagogues comme Feuerstein. Plus tard, le psychologue Jérôme Brunner a conceptualisé cela sous le terme d'étayage, scaffolding, qui découle directement de la ZPD. L'étayage, c'est comme un échafaudage sur un bâtiment en construction. C'est un accompagnement temporaire et ajusté aux besoins de l'apprenant. Le formateur, l'enseignant ou le parent offre de l'aide sur les parties de la tâche que l'apprenant ne maîtrise pas encore. Mais attention, ce soutien n'est pas permanent. Il est progressivement retiré à mesure que l'apprenant gagne en autonomie. Vous verrez en accompagnement de cette vidéo un tableau qui détaille les différentes strates de l'étayage. La ZPD n'est pas qu'une jolie théorie, c'est un concept dynamique. Ce qui était dans la ZPD hier, c'est-à-dire nécessité de l'aide, peut devenir une compétence acquise aujourd'hui, faisable seul. C'est pourquoi l'enseignant ou le formateur doit constamment ajuster son accompagnement et ses propositions de tâches. Il s'agit d'évaluer ce que chacun peut faire seul ou avec de l'aide et d'adapter les exigences en conséquence. Cette théorie s'applique aussi bien aux enfants qu'aux adultes en formation. Pour les adultes, elle est même un super outil pour la formation continue car elle valorise l'apprentissage tout au long de la vie et l'importance des interactions sociales. Ces questions sont importantes pour le formateur et plus encore pour le concepteur. Nous ne connaissons pas à l'avance le niveau de nos apprenants, à part la mise en place de prérequis. Nous devons donc saisir qu'il va exister pour chaque apprenant 3 zones et que chacun va se trouver dans une de ces 3 zones. Une zone de faible complexité pourrait être nommée la zone de confort, où une information est très connue, où on la possède déjà. Il est peu probable d'avoir un véritable effort d'apprentissage ici, puisque l'on ne découvre rien de nouveau. Cette zone de difficulté est tenue à l'écart de l'apprentissage. Une zone de complexité trop élevée dans laquelle une tâche devient trop difficile et nous ne pouvons plus apprendre. Par exemple, si on donne à un apprenant sans connaissance économique un texte tiré d'une étude ayant eu le prix Nobel, il est probable qu'il n'apprenne pas. Dans ce cas, la curiosité est inhibée et l'apprenant ne mobilise plus son attention. Entre ces deux extrêmes, il existe une zone de complexité moyenne que nous pourrions nommer la zone proximale de développement. Elle correspond à ce moment où le cerveau a des possibilités d'adaptation et où on peut apprendre. On possède ici un certain nombre de connaissances sur le sujet, mais on va devoir faire un effort pour comprendre. On est dans une zone d'effort mental et de transformation des savoirs. Ici, nous pouvons nous adapter et apprendre. Et en tant que formateur, nous devons, autant que possible, en lien avec les objectifs pédagogiques, adapter notre formation pour permettre que tous les apprenants restent dans cette zone proximale de développement. Nous le faisons facilement avec les apprenants qui décrochent par manque de connaissances. Sommes-nous aussi attentifs avec ceux qui se situeraient dans une zone de faible complexité? À la suite de cette vidéo, vous trouverez un outil concret partagé par Patrick Angot, qu'il a appelé l'outil des 3 niveaux. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo.